Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission de Sciences Humaines. Très content de vous retrouver encore ce soir pour une émission sur le féminisme pop. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue à celles et ceux qui sont sur Twitch et celles et ceux qui sont sur Facebook. Voilà, donc ce soir, on va parler avec notre invitée qui est Sandrine Galland, professeure de littérature à Montréal et autrice donc d'un bouquin qui s'appelle Le féminisme pop. De féminisme justement, et en particulier de ce que c'est que le féminisme pop. Alors, dans le magazine, pas celui qui est en kiosque en ce moment, mais le précédent, mon collègue Fabien, qui aurait voulu être là ce soir, mais qui malheureusement ne pourra pas pour cause de Covid intempestif, qui est toujours là. Voilà, donc il avait fait, je vous le montre, un article dessus qui était paru dans le magazine papier, dans lequel il parlait, voilà, notamment de est-ce que Barbie peut être féministe? Donc ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut être le féminisme pop. Voilà, on va en parler un petit peu plus. En tout cas, merci beaucoup Sandrine Galland d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, c'est une joie d'être là. Donc voilà, l'article de Fabien est intitulé Barbie est-elle féministe? Comme la poupée, où il y a les grandes figures féminines populaires, est-ce qu'elles peuvent être autre chose que des représentations sexistes, parce que c'est quand même souvent ce qu'on projette sur la poupée Barbie, notamment quand l'article est paru en ligne, on a eu plusieurs commentaires dans ce sens-là. Les gens étaient étonnés, en fait. Pour eux, Barbie, c'est voilà, une poupée à la plastique plus ou moins parfaite, en tout cas entre guillemets, selon les critères masculins, euh, et qui du coup véhiculerait des clichés sexistes de minceur, voilà, d'apparence physique qui importerait plus que beaucoup d'autres choses. Mais pour vous, voilà, c'est autre chose aussi que ça, ce genre de figure féminine. Donc on va en discuter. Avant de poser la question, de vous poser la première question, je vous rappelle que vous pouvez vous aussi poser des questions, donc moi je vais en poser à notre invité, mais n'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions. Je lis les commentaires sur Facebook, je lis le chat de Twitch en même temps qu'on va discuter. Donc posez toutes vos questions, je ne les prendrai pas forcément immédiatement, des fois je laisserai notre invité terminer son propos, et puis on rebondira dessus ensemble. Mais en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas. Bonsoir à Marie qui est là sur Facebook, et bonsoir les yeux qui pétillent sur Facebook aussi. Soyez tous et toutes les bienvenus. Alors, allons-y, lançons-nous. Mhm. Donc comment est-ce que vous êtes professeur de littérature, et comment vous en êtes venu à travailler sur ce sujet du féminisme pop, et qu'est-ce que c'est que pour vous que ce féminisme pop? Je pense qu'il faudrait commencer déjà par le terme, peut-être lui-même de féminisme pop, parce que Mhm. tout bêtement, il y a deux termes, hein, féminisme et pop. Et Oui. j'ai envie peut-être de vous parler de mon amour du deuxième pour arriver au premier, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une très grande consommatrice de culture pop. Mhm. Chez moi, à la base, comme enfant, il n'y avait pas de grande hiérarchie culturelle. Donc, les films de répertoire côtoyaient la bande dessinée, la chanson française populaire, etc., etc. Et quand je suis arrivée à mes amours, disons, parce que ça, c'était encore les amours de mes parents, j'ai envie de dire, mais quand je suis arrivée à mes coups de cœur à moi, c'est passé par la musique. Et D'accord. mon premier CD a bien sûr été, vu mon âge, Britney Spears, donc, qui était à l'époque la nouvelle sensation qui polarisait déjà, rappelons-le, les débats, hein, à cause Mhm. de son espèce d'allure de jeune écolière hyper sexualisée. Et je trouve ça drôle que, en fait, elle ait continué à prendre place dans l'espace public depuis, de plein de manières différentes. Et elle a fait un retour au moment même où le livre sortait. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle rime, disons, de Ouais. temps entre elle et moi. Euh, mais voilà, donc j'ai passé des heures à écouter ces albums pop, à recopier leurs paroles et tout, mais ce n'est qu'à l'université, en fait, que j'ai compris que la culture pop était digne d'être étudiée, Mhm. à analyser en tant que telle, et à ne pas être regardée de haut ou justement balayée comme étant qu'une culture née au cœur d'une industrie, disons, pour le dire Ouais. comme ça. Grâce à une chargée de cours, je vais quand même la nommer, une chargée de cours qui nous a, à l'Université du Québec à Montréal, qui, elle, dédiait son temps, sa thèse à des corpus comme composés de best-sellers, mais aussi de romans harlequins, par exemple. Donc, qui D'accord. étaient souvent regardés de haut. Et alors, j'ai bien compris, dans la grande tradition des études culturelles anglaises, que cette culture pop était
passionnante pour mieux comprendre, disons, les rouages de notre société. Oui. Donc voilà pour la pop. Et graduellement, les féminismes ou le féminisme s'y est joint. Mais en fait, ce que je dis souvent avec le livre, c'est que le livre s'écrit avec le dehors, ou plutôt, c'est le dehors qui s'inscrit dans la réflexion parce que il y a, depuis, et là j'arrive au féminisme pop, depuis, disons, les années 2010, j'ai envie de dire, le terme lui-même de féminisme, le féminisme, Mhm. comme syntagme, a fait un retour, je dirais, assez marqué dans les médias. Hein. On s'en souviendra que soudainement, il n'était plus confiné à une sphère militante, universitaire, et on le voyait s'insérer sur les réseaux sociaux d'abord, mais aussi dans l'industrie de la mode, j'y reviendrai, dans les magazines féminins. Au lieu de demander à une actrice quel était son produit préféré dans son sac à main, on pouvait lui demander si elle était féministe, par Ouais. exemple. C'était le genre de question qui soudainement revenait, alors que c'était assez nouveau. Et en même temps, on avait la montée de mobilisation sociale féministe sur les réseaux sociaux comme Yes, yes All Women, MeToo, Balance ton porc, etc. Ouais. Donc, ces deux moments-là, ben, c'est comme si le féministe a soudainement pris toute la place dans ma réflexion et se passait dans des espaces populaires. Mhm. Et donc, ça m'est devenu impossible d'ignorer ce féminisme-là et je me suis mis à réfléchir à cette idée d'un féminisme pop. Le terme ne vient pas de moi, il circule déjà depuis, je dirais, justement les années 2010. On l'a nommé de plein de choses. On a parlé de féminisme gâteau, de féminisme feel good aussi. D'accord. Mais c'est quoi concrètement? Alors, on a évoqué Barbie. On peut penser aussi à Beyoncé, par exemple. Je ne sais pas si j'y fais beaucoup référence dans le livre, mais en 2014, alors qu'elle participait à un gala, elle a échantillonné sur sa chanson Flawless les paroles de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Dans son livre Nous devrions tous être féministes, je pense, la traduction. La traduction française m'échappe, mais en anglais, c'est We should all be feminists. Mhm. Et donc, elle affiche sur l'écran de ce gala un immense féministe en lettres lumineuses. Et c'est un peu la première fois que ce terme est réapproprié ou en tout cas endossé par une star comme étant quelque chose d'envisageable, de cool et d'enviable. Ouais. Et donc, ce féminisme pop, c'est un féministe qui fleurit au cœur de la culture populaire d'abord, D'accord. mais qui, ce faisant, forcément, entretient d'étroits rapports avec les notions de vedettariat, Oui. de succès, de richesse et de Oui. prestige, De bien succès sûr. commercial notamment, j'imagine. Commercial, de capital social, capital culturel. Donc, bien sûr, c'est qu'on a ces stars qui vont accoler, disons, l'étiquette féministe à leur branding, à leur marque de commerce, mais qui vont en retirer un certain avantage aussi. Alors oui, comme effectivement, moi aussi, j'ai vu les commentaires sur la page Facebook et tout ça, c'est effectivement un féministe qui semble se retirer de l'action directe, du militantisme, qui est à la base propre au mouvement féministe, j'ai envie de dire, qui, d'un autre côté, est assez consensuellement célébré dans les médias. On est content de le voir là, on trouve que c'est une bonne chose. Oui. Et inversement, il est aussi disqualifié dans les sphères plus intellectuelles et militantes, justement, parce qu'il participe des univers du spectacle, de la consommation, du système néolibéral. Donc voilà, grosso modo, le féminisme pop, mais moi, je m'en suis... c'est quand même très large. Donc, dans le livre, je m'intéresse à une manifestation parce que j'en ai parlé, ça s'insère dans l'univers de la mode, des magazines féminins. On peut même penser aux sous-vêtements avec un féminisme rose écrit sur les fesses qu'on peut acheter chez H&M, des choses comme ça. Moi, je me suis intéressée à une manifestation plus précise. C'est pour ça que je parlais de Beyoncé. C'est que je me suis intéressée à ces stars, donc, qui prenaient cette étiquette, la faisaient leur et en faisaient leur image de marque, finalement. Oui. Voilà. Et, oui, ouais, pendant que vous disiez toutes ces choses sur les critiques qu'on peut adresser au fait que le féminisme se retrouve partout, on a notamment cette critique du pinkwashing qui est qui veut plus ou moins dire que les marques, les stars, ou en tout cas toutes les personnes qui ont intérêt à être populaires et à faire de l'argent le plus largement possible, utilisent la popularité de la notion de féminisme pour vendre plus de ce qu'ils ont à vendre, sans pour autant derrière
qu'il y ait une sincérité ou il y ait une action concrète menée, autre que, bah, vous disiez tout à l'heure, que écrire féminisme sur une fringue à H&M, quoi. Oui. Euh, cette critique-là, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense qu'elle est juste, c'est le propre du féminisme pop pour moi, et on aura l'occasion de déplier tout ça, c'est Hmm. que euh, il est tout ce qu'on dit de lui, tout à fait. Et il ne pourrait pas en être autrement. Oui. Au sens où, je vais paraphraser un chercheur états-unien là, qui a beaucoup travaillé sur la culture pop, qui s'appelle John Fisk, et il dit cette phrase, et il dit qu'on se trompe, en fait, en espérant que la culture populaire soit radicale. Hmm. Et en la critiquant parce qu'elle n'est pas. Parce que tout ce qu'on pourrait espérer d'elle, c'est qu'elle soit progressiste. Parce que fondamentalement, la culture populaire va naître, qu'elle soit féministe ou non, hein, là, mais la culture populaire ne peut être radicale parce que pour qu'elle le soit, il faudrait qu'elle se sabote. C'est donc dire qu'elle renverse le système capitaliste qui la fonde au final. Mhm. Et je pense que c'est un peu la prémisse qui a sous-tendu la réflexion, c'est que oui, le féminisme pop est tout ce qu'on dit de lui, consensuel, non subversif, néolibéral, etc. Mhm. Et moi, l'hypothèse que j'avais ou ce que je voulais aller voir, c'est mais est-ce que par moment, par sursaut, il arrive à générer quelque chose d'autre, quelque chose qui soit justement de l'ordre d'un geste féministe ou d'une posture féministe. D'accord. Hmm. Ok. Voilà. Et alors du coup, vous avez étudié les grandes figures de la culture pop, les stars, vous disiez. Oui. Alors pour vous, qui sont les premières à incarner ce féminisme pop, historiquement? Et puis peut-être quelles sont celles qui l'incarnent encore aujourd'hui le plus? J'ai trouvé la question très intéressante parce que la manière dont j'ai défini mon corpus, je me suis exclusivement intéressée à des stars donc, qui étaient contemporaines à cette montée des féministes dans le discours mainstream, donc 2010 en montant. Mais c'est vrai que ces liens entre spectacle, pour le dire largement, et une certaine posture féministe ne sont bien sûr pas nouveaux. Hein. Et Mhm. spontanément, en lisant votre question, j'ai pensé à des célébrités comme Mae West, par exemple, et bien sûr Madonna, pour ne nommer que celle-là. Euh, Pensons à Mae West, elle est absolument fascinante, en fait. Je n'ai pas réussi à trouver si elle s'était ouvertement déclarée féministe. Je ne sais même pas si ça aurait été anachronique, là, j'ai aucune idée. Ouais. Mais son rapport au vedettariat, lui, il était au sens où elle refusait, elle a toujours refusé la place à laquelle on voulait la placer, surtout dans l'Hollywood de l'époque. Rappelons-nous qu'à 27 ans, sa pièce Sexe fait scandale dans le milieu des arts. Elle devient rapidement, et ça, ce n'est pas rien, mais l'une des femmes les plus riches à Hollywood alors qu'on est en pleine crise économique. Mhm. Et autre point fascinant, c'est qu'elle était complètement au contrôle de sa carrière, en fait. Elle s'arrangeait pour négocier le droit de décrire ses dialogues, elle choisissait ses co-acteurs, elle affichait, pas besoin de le dire, c'est peut-être la chose qu'on retient le plus sur Mae West, mais son appétit sexuel à une époque qui était complètement conservatrice. Oui. Mais au-delà de cela, c'est qu'elle entretenait aussi des rapports très près à une féminité qui était tellement exacerbée, presque de l'ordre du burlesque ou de la drague même. Et cette perversion des codes de la féminité et de la masculinité, elle en a fait sa carrière. Et je pense qu'en Mhm. ce sens, Mae West était peut-être une des premières féminismes pop en le D'accord. pensant de manière anachronique, oui. Donc ça datait de quelle époque à peu près? Oh, ben là, on est en 1920. 1920, d'accord. Oui, oui, oui. Hmm. Elle commence pas mal à percer en 1920 et elle continuera au cours du siècle, là, mais oui. D'accord. Et puis, ben, Madonna. Madonna, bien sûr, c'est un peu la mère de toutes ces féministes pop. Oui. Euh, je me demande si j'ai même besoin de la présenter, là, au sens où, dès l'arrivée de sa carrière, qui prendra les proportions phénoménales qu'on connaît, ben, Madonna va exposer, dénoncer et explorer tous les liens entre son industrie et son genre, en fait. Mhm. Elle va parler de l'agression sexuelle qu'elle a subie à 21 ans. Et en vieillissant, elle va parler de la difficulté de vieillir au cœur du star system. Elle expose sa sexualité aussi. Euh, oui, c'est Madonna, à travers toutes ses phases, a Oui. été une figure intéressante. Et en fait, c'est qu'elle elle s'installe, elle aussi, dans ce féminisme pop parce que
je repensais à ce moment en 2016, elle accepte un grand prix et justement, elle va revenir sur son incapacité à vieillir, ou en tout cas les commentaires que l'on fait sur son vieillissement. Et elle dira, j'ai été chercher sa phrase, la merci de reconnaître ma capacité à poursuivre ma carrière depuis 34 ans, malgré le sexisme et la misogynie flagrants de mon industrie. Donc, Hmm. c'est une posture de féminisme pop, en quelque sorte. Oui. Donc, ce sont les deux qui me sont venus en tête, tout à fait. D'accord. Et est-ce que pour vous, ces deux figures-là ont eu une influence directe sur d'autres stars d'aujourd'hui, ou après elle en tout cas, qui s'inscriraient aussi dans ce mouvement de féminisme pop? Oui, oui, tout à fait, parce que Mae West est souvent convoqué par les artistes, surtout dans le monde de l'humour. Donc, dans les femmes qui s'installent sur les scènes humoristiques aux États-Unis, on va parler de Mae West comme, disons, la première qui s'est amusée à renverser les codes féminins pour faire rire, là, féminin et masculin pour faire rire, ce que fera ensuite des artistes comme Phyllis Diller ou d'autres grandes comiques des années où son nom m'échappe, mais celle qui joue dans I Love Lucy, donc des comiques des années 50, 60, et D'accord, puis jusqu'à remonter jusqu'à Amy Schumer, par exemple. Et d'accord. ben Madonna, oui. On n'a qu'à penser à la bisbille entre elle et Lady Gaga. On est à fond là-dedans. Donc, Alors, elle est peut-être encore pour les gens qui présente. savent pas, notamment moi, c'est quoi cette bisbille avec Lady Gaga? Ah, ben parce que Madonna lui a reproché à Lady Gaga que Born This Way était calqué sur je ne sais même plus quelle chanson. Maintenant, je Ah, l'oublie dans d'accord. le feu de l'action. Qu'elle Et avait plagié? donc, oui, exact. Il y a eu, alors que D'accord. c'est l'hymne de Lady Gaga, là, Born This Way, c'est quand Hmm, même le ralliement de toutes les communautés queer. d'accord. Et que Madonna, le rôle que Madonna joue et a joué aussi. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ouais. Ouais, pour vous, elle a aussi représenté ça, Madonna, quelque chose au niveau de la communauté gay, LGBT, quelque chose de plus ouvert que les gens en tout cas les autres stars de son époque? Oui, ben, je pense que juste la manière dont elle s'amusait avec sa sexualité ouvertement dans ses vidéoclips, mais aussi dans sa vie de tous les jours, permettait cette espèce d'étrangeté qui est au cœur du mot queer. Donc, oui, tout à fait. Et puis, c'est pas pour rien qu'elle est encore grande reine des soirées drague, Hmm, Madonna. Oui. ouais, dans le chat, il y a Coritri qui dit Express Yourself, qui est Merci. Voilà. voilà, le symbole de Madonna qui s'ouvre à toutes les communautés, etc. Mhm. D'accord. Tout à fait. Et alors, du coup, ces stars ont représenté notamment ça, cette ouverture, en tout cas Madonna en particulier, aux communautés LGBT. Est-ce qu'elles ont représenté autre chose aussi, peut-être vis-à-vis du patriarcat ou des hommes? Vous parlez tout à l'heure du fait que Madonna avait essuyé quelques critiques sur son âge. Je suppose que ça date même d'avant le fait qu'on la qualifie de trop vieille pour faire ce qu'elle fait. Peut-être même avant, il y a eu des critiques, notamment masculines, de ce qu'elle faisait. Ah, ben, je pense que oui, tout à fait, au sens où Madonna et Mae West dérangent, en tout cas particulièrement, je pense, Mae West dérange du fait que ce sont, elles arrivent à générer, à être au-devant de leur propre pouvoir, finalement, comme je disais pour Mae West, d'être en contrôle de ce qu'elle dit, avec qui elle joue, de faire de l'argent. Hmm. Donc, je pense que surtout dans un système à cette époque-là où c'était pas on avait plutôt l'image d'une starlette passive et placée là pour être jolie, disons, pour le dire très grossièrement, ou en tout cas de manière résumée. Et c'est elles viennent se inverser ces codes. On parlait de regard masculin dès le début de la rencontre avec Barbie, par exemple. Donc oui, Ouais. elles sont encore dans une séduction, mais elles se placent inversement elles se réapproprient un certain pouvoir en déjouant ces codes-là, en les exposant aussi et en jouant avec. Tout à fait. Mhm. Ce que feront les figures qui m'ont intéressée dans le livre aussi, un peu Hmm. exposer les rouages, disons. Et alors, donc du coup, aujourd'hui, ces figures pour vous, donc les figures dont vous parlez dans votre livre, notamment, vous disiez Beyoncé, elle n'est pas la seule, j'imagine, il y a d'autres figures aujourd'hui. Est-ce qu'elles font la même chose que Mae West ou Madonna? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis?
Ben déjà, il y a c'était ce qui avait déterminé mon corpus, pour le dire ainsi, c'était cette affirmation pure et dure du féminisme, donc de placer ce mot-là au centre. Et sinon, qu'est-ce qu'elles font de différent? Ben, je pense qu'elles jouent avec un système qui a changé. Oui. Mais l'une et l'autre, je pense que ce qui est fascinant avec les féminismes pop, c'est que c'est d'ailleurs un des premiers mots que vous avez utilisé, c'est qu'on est tout le temps en train d'essayer de peser l'authenticité de leur posture, la Mm. véracité. Sont-elles de vraies féministes? Sont-elles de vraies? Et au fond, c'est ce que je dirais dans le livre, c'est que ça ne m'intéresse pas comme question. Ouais. Je pense que c'est une question qui est stérile et qui peut être dangereuse parce que de devoir poser quelle est la vraie manière d'être féministe, c'est une posture qui peut devenir éventuellement anti-féministe. Mhm. Mais, et je pense que d'aller les étudier et les décortiquer comme texte, c'est là que va se générer, comme je disais, une certaine posture féministe. Et Mm. là, je me suis absolument perdue dans la question. Mais, Mais du coup, oui, mais c'était l'une de mes questions. C'est que elles sont souvent quand même étiquetées comme défaillantes. En tout cas, c'est des mauvaises féministes ou des féministes partielles ou des féministes qui sont là juste pour faire rentrer de l'argent. Euh, mais vous dites que en fait, il y a pas de bon et de mauvais féminisme en fait. Tant que mais alors, du coup, oui, ça me fait penser à une autre question qui me vient tout de suite. C'est comment vous en fait, comment vous distinguez une star qui est pour vous féministe et donc qui relève du féminisme pop et une star qui ne l'est pas? Star c'est une féminine, bonne j'entends. Hein. question. Ben, bon, moi, c'est sûr que ce que j'ai choisi, bon, on va y aller très, très méthodologiquement, j'ai choisi des stars qui avaient clairement endossé cette posture. Oui, Donc, se disaient ouvertement féministes, d'accord. l'étalent sur les réseaux sociaux, le place au cœur de leur énonciation. Après, effectivement, on peut penser plein d'autres stars qui participent à leur manière du féminisme pop sans forcément avoir pris de posture féminisme claire. Je pense par exemple à Pink, Oui. qui, dans les années déjà 2000, avait cette espèce d'énergie assez semblable à ce que j'ai travaillé dans mon livre, mais qui n'avait jamais dit je suis féministe, par exemple. C'est par Pour moi, cette énergie, excusez-moi, je vous coupe, juste oui, quand oui, vous dites allez-y. cette énergie que vous avez recensée dans votre livre, est-ce que vous pouvez peut-être nous la décrire, cette énergie que... Oui. Ben, en fait, c'est que c'est c'est l'idée, en fait, de jouer, parce que je disais d'entrée de jeu qu'on ne peut pas exiger d'elles qu'elles soient radicales. Hein? Oui, tout Et à fait. donc, je reviens à cette idée c'est le mot que vous avez utilisé, que j'utilise aussi, de défaillance, au Hmm. sens où on est un peu pris avec les contradictions du féminisme pop. Hein? C'est-à-dire que on est devant ces modèles qu'on va aimer. Hein? Je pense que c'est souvent une histoire d'amour, le féminisme pop. Mhm. Et on va se placer dans une posture où ils vont nous décevoir. On est presque inévitablement déçu Mhm. par le féminisme pop si on l'aborde d'une vision justement un peu comme les commentaires que je lisais là, sous le post qui était le féminisme n'est pas subversif, bon, Barbie, le regard masculin, etc. Oui, Hmm. on va être déçu par ces féminismes-là, ces féministes pop-là et par leur production, parce qu'on pourrait parler de séries télé aussi, tout ça participe de la même chose. Oui. Mais euh, la première chose qui m'a intéressée dans cette énergie, c'est ne pas sous-estimer, par exemple, la place qu'elle peut prendre chez celles et ceux qui les consomment. Je pense que c'est Oui. la première facette qu'il ne faudrait pas balayer de la main. Mhm. C'est pas pour rien que j'ai commencé le livre avec mon rapport à Barbie, parce qu'effectivement, mon pauvre père était horrifié de me voir jouer avec des Barbies pour les raisons qu'on connaît. Mais pour moi, Barbie n'était pas ça, n'était pas cette poupée parfaite incarnant la féminité. Au contraire, c'est ce que je dis, c'est que j'ai commencé à écrire avec Barbie parce que j'écrivais des histoires dans ma tête et je jouais Hmm. avec elle. De la même manière que ben Beyoncé, on ne peut pas sous-estimer la place qu'elle prendra dans l'articulation identitaire d'une jeune fille ou d'une jeune fille noire, plus précisément. Mhm. Donc,
notre sentiment, en tout cas le mien, par rapport au féminisme pop, c'est oui, l'aimer, le consommer, être enthousiasmé par sa présence dans l'espace public, mais aussi être profondément convaincu qu'il ne suffit pas et qu'il ne et même d'avoir honte parfois de l'endosser et d'être mis au devant de ces incohérences. Donc, et elles sont nombreuses, ces incohérences-là. On pourrait parler de Beyoncé, par exemple, du fait qu'elle va aller créer sa marchandise dérivée dans des pays en voie de développement, plus ou moins de manière plus ou moins éthique. Oui. De souligner le nombre d'argent qu'ils font. On le disait d'entrée de jeu là-dessus. Je viens de lire d'ailleurs que Rihanna était la femme, la jeune femme, j'ai vu la nouvelle là, juste avant qu'on se rencontre, la millionnaire ou la billionnaire la plus jeune aux D'accord. États-Unis. Ouais. Self-made woman. Bref. Donc, il y a beaucoup d'argent qui se génère là-dessus. Elles font des tonnes d'argent. On se mettra pas la tête dans le sable là-dessus. Et donc, notre réflexe, c'est quoi? Comme consommateur, consommatrice de culture pop et de féminisme pop plus largement, ben souvent, on va soit vouloir leur pardonner aveuglement, hein? On va balayer du dos de la main leurs manquements, ou on va plutôt s'empêcher de les aimer ou se dire ah, mais OK, mais alors elle n'est pas vraiment féministe. Et c'est pour ça que je ralliais Pink à tout ça, au sens où elle a des bon, après, j'ai plus d'exemples directement en tête, mais je veux dire, c'était une figure différente dans la culture pop, alors qu'on avait plutôt des Christina Aguilera, des Britney Spears, et soudainement, on avait Pink qui était très musculaire, les cheveux courts. Donc, elle venait changer. Elle ne correspondait pas aux standards de l'époque. Exact. En tout cas, physiquement. Exact. Non, et même dans ses premières chansons, je dirais. Elle était moins pop. Ouais. Et là où moi, je me place, c'est que je me dis, ben arrêtons d'essayer de décider si c'est authentiquement ou vraiment des féministes, et plutôt allons nous installer dans le décalage, que ces moments ou que ces incohérences. Donc oui, Beyoncé fait de l'argent, oui, Beyoncé, mais c'est oui. Mais après, il se passe quoi? Après, on fait quoi avec ces femmes qui sont dans l'espace public? Bon, je parle de célébrités parce que c'est ce qui m'a intéressée. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces grandes célébrités qui sont dans l'espace public et qui participent quand même à une sorte de démocratisation des féminismes? Il ne faut pas oublier ça non plus. C'est que au début de ma carrière, aucun de mes étudiants serait venu me voir en me parlant du féminisme, alors que là, dans les oraux finaux, ils me disent bah, « j'aimerais travailler sur le féminisme ». Puis là, je leur réponds « OK, mais tu as 10 minutes. » Quoi précisément? Et là, on me répond « ben comme Beyoncé ». Et là, je me dis, ah, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Ouais, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Alors, il y a Koritski qui nous cite des paroles de Pink dans le chat et qui dit que Pink dit « You'll be a pop star, all you have to change is everything you are ». Donc ça, c'est dans Don't Let Me Get Me en 2001, ce qui est quand même assez vieux maintenant, ça a plus de 20 ans. Et elle disait aussi, donc par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'elle se démarquait des autres pop stars de l'époque, elle chante aussi dans la même chanson « Tired of being compared to Dame Britney Spears, she's so pretty that... just ain't me ». Désolé pour l'accent anglais. Oui. Il y avait cette démarcation quand même. Le vidéoclip est assez incroyable aussi. Elle fait une parodie de... Ouais, on sait quoi son nom. Bref, elle parodie tous ces pop stars-là dans ce vidéoclip. Oui. Ouais. Donc, excusez-moi, du coup, j'ai digressé. Non, mais c'est excellent, c'est exactement ça. Vous disiez que quand même, Beyoncé avait contribué, ne serait-ce que dans les mots, à démocratiser le mot de féminisme, même l'idée de féminisme, malgré ses contradictions, quoi. Exact. C'est que l'espèce de... Je pense, et on y arrivera peut-être, mais je pense que c'est cette montée d'un féminisme au cœur des objets populaires, hein, que l'on parle de séries télé, que l'on parle de célébrités, ou même de mobilisation sur les réseaux sociaux, on fait circuler à la fois un vocabulaire féministe qui était peut-être moins répandu ou qui ne sortait pas d'une certaine frange militante, et aussi des enjeux féministes. Et je pense que ça a permis de les amener à l'avant-plan, et après de décider si c'est pour nous ou non, mais il y a ça qui a circulé. Je veux dire, quand je parlais de ce lettrage en 2014 de féministes sur une scène, c'était 8 millions de personnes, je pense, qui écoutaient
le gala et pas forcément des personnes qui s'intéressaient aux Mhm. questions féministes. D'accord. Oui, tout à fait. Bonsoir Elisa sur Twitch. Donc je vous rappelle, hein, vous qui êtes sur Twitch et sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos remarques pendant qu'on discute. Je les relais. Donc par rapport à ce que vous disiez, Sandrine Galland, j'ai aussi cette question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que grâce à cette porte d'entrée, des femmes peuvent donc mettre un premier pied dans le féminisme pour ensuite devenir peut-être plus radicales ou peut-être plus cohérentes que ces stars à qui on reproche souvent ce manque de cohérence. Oui, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est MeToo, en fait. Mhm, Je pense que le féminisme pas, parce que MeToo, on est en 2017. Donc, je pense que le retour dans l'espace public du mot féminisme dès ces années 2010 a participé à mettre la table pour MeToo. Et MeToo qui a été un électrochoc, d'autant plus qu'il est né au cœur d'Hollywood. Donc, c'est intéressant ce qui s'est passé à ce moment-là parce que ce que les vedettes ont fait résonner en prenant parole, c'est ce message que des tas d'autres personnes n'arrivaient pas à faire résonner parce qu'elles n'en avaient pas le temps, l'énergie, la capacité ou même le capital. mhm, Et là, on a des stars donc, qui ont déjà pour lesquelles on a déjà des biais positifs, j'ai envie de dire. On va croire leurs paroles plus facilement, on ouais, va valoriser leur prise de parole. Et elles viennent mettre en lumière toutes ces questions de violence sexuelle. Et on voit qu'au cœur de ce, je sais pas, moi j'ai envie de dire château fort hollywoodien, on a des grandes violences comme ça. Et il y a eu des bienfaits directs de MeToo au sens où on a, par exemple, ici au Québec, on a des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et mhm, autour de MeToo, on a une hausse extrêmement marquée des appels dans ces centres. Donc, leur parole a servi de véhicule à d'autres. Donc, mais il ouais, ne faut pas oublier non plus qu'elles peuvent les masquer aussi, les voix. Donc, sur le long terme, il ne faut pas non plus être complètement aveugle à ça. Mais voilà, donc c'est cette éducation populaire peut-être en amont, je pense, a permis à de nombreuses personnes dont je suis, j'ai l'impression on se heurtait peut-être aux exigences que nous renvoyait la société, c'est-à-dire justement de devoir choisir d'être l'un ou l'autre ou de ouais, comment être cette féministe. mhm, Alors que en tout cas pour moi, le féminisme pop m'a permis de trouver en plein cœur de la culture que je consommais déjà une espèce de marge de manœuvre pour me bricoler quelque chose comme une mhm, posture féministe. mhm, Et, et là, je me range bien sûr du côté d'une Roxane Gay, par exemple, l'écrivaine aux États-Unis qui a écrit Bad Feminist. Je mhm. ne sais pas s'il a été traduit. Je sais qu'au Québec, Je le sais titre est pas. resté. Et donc, elle se revendique de cette volonté d'être une mauvaise féministe. Et donc, elle va même parler d'échouer à être une féministe. Alors, toutes ces contradictions Mhm, qui, de toute façon, sont déjà en nous, c'est-à-dire d'être fan de reggaeton, par exemple, ouais. ou de hip-hop, et de Mhm. malgré tout être féministe. Alors, on a une Voilà. question dans le chat par rapport à MeToo. Donc, par rapport au mouvement MeToo, c'est Coretry qui nous demande est-ce que d'autres célébrités que Rose McGowan ont pris la parole ou avant, ou est-ce que c'est elle qui a commencé? C'est pas Asia Argento qui a commencé, là. C'est une très bonne question. Sans recherche comme ça, C'est vrai que je oui, pensais pour que moi c'était elle aussi la c'est Rose première. McGowan, mais peut-être qu'il y a eu des cas moins médiatisés avant. Non, mais il me semblait que c'était la première, c'était Asia Argento, mais je peux me tromper. Donc, Elle était parmi les premières. Est-ce que c'est Rose McGowan ou elle? Je ne sais pas. Je m'en remets au chat qui a sûrement plus de temps de faire les recherches que moi en ce moment. ouais. En tout cas, pour Mais vous, ce qui est ces deux figures-là sont des figures de pop féminisme. En fait, Asia, c'est pour ça que je parlais d'elle, Asia Argento, c'est assez intéressant parce elle est pour moi un cas fascinant parce qu'en fait, quelques années plus tard, elle a été, ou même la même année, je ne sais pas trop, mais elle a été elle-même accusée Mhm, d'agression avec exactement les mêmes mécanismes, c'est-à-dire inviter quelqu'un à sa chambre, ensuite donner de l'argent pour le faire taire, cet homme
Et alors, comme féministe, disons, notre première réaction, c'est oh non, pas encore. On a Mm. encore une figure qui vient porter un mouvement et qui ensuite nous déçoit, vient faire exactement l'inverse, vient perpétuer les mêmes violences. Ouais. Mais quand on prend une pause et on s'arrête, ben, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, ça nous dit que ben, c'est comme quand on parle de continuum de violence. C'est que c'est pas parce qu'on a subi une violence qu'on est à l'abri de la refaire soi-même. Oui. Et ça nous rappelle, je pense que MeToo n'a jamais été question en MeToo de ce qu'une poignée d'hommes ou ce que certains hommes puissants faisaient à d'autres femmes, mais plutôt du poison, j'ai envie de dire, qui est dans nos systèmes et qui va finir par nous étouffer tous, hommes, femmes, peu importe, mais c'est toujours une question de pouvoir au final. Mhm. Alors, par rapport à ce que vous disiez aussi sur donc le livre Bad Feminism de Mhm. Roxane Gay a été aussi publié en France, hein, j'ai vérifié sous le même titre d'ailleurs, Oui, Bad Feminist. oui. Euh, Est-ce que pour vous, ça contribue aussi à ça, le féminisme pop, à donner l'image d'un féminisme où on n'a pas besoin de tout connaître du féminisme pour se dire féministe, où on n'a pas besoin d'être parfaitement cohérent et de tout savoir sur tout avant de commencer à militer ou à se dire féministe? Oui, ben merci de le dire. J'oublie tout le temps de le dire. C'est un peu ça coule tellement de sources pour moi que j'oublie de le mettre en lumière. Mais oui, c'est une des choses les plus intéressantes, je trouve, avec cette montée d'un syntagme féministe dans les objets de pop, c'est qu'il y a une espèce de décomplexification, déculpabilisation face à Mhm, un féminisme, disons, qu'on verrait plus historique ou au rythme des différentes vagues. C'est que j'ai l'impression que plus de gens y ont accès. Aussi, on mhm. a, on a des livres qui sont, le mien ne l'étant pas tellement, mais qui sont plus vulgarisés, je dirais, sur les féminismes. Le livre de Oui. Roxane Gay est excellent en ce sens, c'est de courts chapitres. Elle s'intéresse énormément à la culture pop, elle aussi. Euh, et oui, tout à fait, ça permet une porte d'entrée qui n'est pas trop académique, qui n'est pas justement trop complexe. Et parce que moi-même, quand j'ai commencé mes études, j'avais l'impression que j'étais une mauvaise féministe, ou en tout cas, je disais un bébé féministe. Mhm, J'ai l'impression que je connaissais jamais rien à rien ou j'avais jamais fini de connaître. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir les enjeux de notre époque mhm, et de s'y poser comme citoyen, comme femme, comme chercheur. mhm. Tout à fait, oui, c'est important de le souligner. Oui, d'ailleurs, c'est sûr que s'il faut lire Judith Butler et tout comprendre Ah, de ce Judith qu'elle dit pour Butler. être féministe, ça rend la notion de féminisme difficile d'accès. Même si J'ai travaillé avec Judith Butler, je la lisais en anglais, après je me suis dit, je vais aller la lire en français, c'était pas plus clair. c'est pas facile à comprendre. C'est dur, Voilà, oui, c'est un effort cérébral. ça reste une chercheuse qui fait référence dans ce domaine-là, donc ça c'est pas Mais oui, discutable, et puis c'est passionnant. Une mais fois qu'on réussit, c'est notre voilà, cerveau s'enclenche avec sa pensée, c'est passionnant. Mais c'est pas accessible à tout le monde. non, ça Je demande du continue travail. à rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez aussi tout à l'heure, j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête, que le mouvement MeToo chez les stars pouvait aussi contribuer à masquer d'autres revendications féminines qui seraient du coup moins dans le milieu des stars, d'Hollywood, etc. D'un côté, on a dit que le féminisme pop, ça décomplexait les femmes qui voulaient se dire féministes. Est-ce que d'un autre côté, ça peut pas aussi contribuer à masquer un petit peu les autres revendications, notamment les revendications plus radicales, et à diffuser un message qui serait, pour être féministe, il suffit de se dire féministe et de voilà, juste faire un peu de promo sur ce sujet-là, et ça suffit. Oui, ben oui, tout à fait. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est qu'à la base, et il faut le redire et le redire et le redire, justement, c'est qu'à la base, le mot-clic MeToo lui-même n'était pas celui de, et là, qui l'a dit en premier, on dirait que ça m'échappe, mais il n'appartenait pas à ces stars blanches hollywoodienne. Au contraire, il venait d'une activiste noire Oui. originaire de Harlem, donc on va la nommer quand même Tarana Burke, et qui dès 2000, j'oublie, 2000, 2000, 2000, j'ai oublié hein, déjà, mais des années bien avant avait... 2007. Je suis en train de Merci, vérifier en c'est ça, même il me temps. semblait que ça ressemblait à 2017. Euh, 2007.
2007 avait fait circuler ce mot-clé-là Mhm. et au moment où MeToo a donc circulé et tout, elle a été, bon, on y a fait référence un peu, mais elle a été complètement masquée et je pense, Mhm. entre autres choses, à la une, en fait, c'est que les briseuses de silence, comme on les a appelées, de MeToo, ont fait la une du magazine Time hein, pour leur fameuse personnalité de l'année, Mhm. de cette une qu'on attend chaque année, de l'année 2017. Et oui, on va parler de Tarana Burke à l'intérieur du magazine, mais pour la photo principale des briseuses de silence, elle n'y sera C'est pas. pas elle. Mhm. Alors D'accord. qu'on mettra, et je trouvais que c'était important d'en parler parce que ça me semblait d'être justement un moment où le féminisme pop échoue, on y mettra au contraire Taylor Swift, qui, Oui, elle, n'avait pas participé directement à MeToo, mais était au cœur d'un procès à l'époque de harcèlement sexuel. d'accord. Donc, ce n'était pas inintéressant de parler de Taylor Swift parce que son procès en tant que tel était intéressant. La prise de parole qu'elle y a faite en revendiquant le droit d'être une mauvaise témoin ou d'être une victime imparfaite n'était pas inintéressant, mais Mhm. n'était pas MeToo, Oui. ou en tout cas n'était pas relié à Elle n'était cet pas militante. électrochoc. Non, exact. Mhm. Exact. Et alors, pourquoi placer elle au lieu de Tarana Burke sur la couverture? Ben parce qu'elle est connue. Oui, d'accord. Et donc là c'est le magazine peut-être qui fait un choix éditorial plus ou moins juste, je Oui, dirais. oui, oui. Alors, est-ce que pour vous, donc aujourd'hui, quelques années après MeToo, est-ce que ce mouvement a transformé quand même le féminisme pop? Ce qui, je ne sais pas si c'est le mouvement, quelque chose qui a transformé le féminisme pop ou le féminisme pop qui s'est transformé avec le climat sociopolitique, j'ai envie de dire, parce que euh, l'élection de Trump en 2016 a vraiment changé les choses quand même. Je crois que si Trump Mhm. n'avait pas gagné contre Clinton, le féminisme pop, ce serait peut-être, je ne sais pas, hein, on est dans les hypothèses, mais ce serait-il édulcoré jusqu'à passer à la prochaine mode? Mhm. Mais ce qui s'est passé avec la montée de la droite politique aux États-Unis en 2016, et on en a eu encore les désastreuses conséquences il y a à peine quelques semaines avec l'invalidation de Roe versus Wade Mhm. pour le droit constitutionnel à l'avortement, c'est qu'en fait, les féminismes pop, tout en restant des stars, tout en restant dans leurs privilèges, hein, on n'oublie pas ça, ben, se sont lentement, mais sûrement mobilisés à leur façon. Mhm. C'est-à-dire que cette persona qu'elles avaient construit hein, d'année en année, à la fois sur Instagram, etc., on remarque, en tout cas j'ai remarqué que c'était tout de même sensiblement transformé, c'est-à-dire on a maintenant des appels à la mobilisation politique, des dénonciations des abus du gouvernement, à la frontière D'accord. mexicaine par Mhm. exemple, soutien ouvert à des organismes pro-choix. Donc il s'est passé quelque chose dans le féminisme pop que j'ai trouvé intéressant et qui m'a rappelé qu'en fait, les dynamiques politiques qui vont se jouer dans les industries culturelles ne devraient pas être considérées comme moindres ou comme justement inauthentiques, hein, versus quelque chose qui soit Mhm. authentique, une authentique vie politique, parce que ce n'est pas apolitique comme posture. Les féminismes pop ne sont pas apolitiques et je crois que elles ont été catalysées par cette droite, parce qu'on se souviendra elles étaient toutes des championnes de Hillary Clinton, là, au sens où elles se rangeaient toutes derrière sa candidature. Oui. Mhm. Alors, on a Coritri qui dit sur Twitch, Kesha, alors je sais pas qui c'est, Kesha ou Kisha, a pu compter sur le Keisha. soutien de certaines artistes Oui, comme Lady Gaga, Adele ou Taylor Swift, qui lui ont fait don de 250 000 dollars pour l'aider à payer les frais de son procès contre son ancien producteur, qu'elle accuse depuis de tout à nombreuses années fait. de viol. Je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité entre les pop stars féminines. Est-ce Tout que à fait. vous partagez ce constat? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit plus depuis MeToo ou est-ce que ça a toujours été? En fait, c'est intéressant parce que ça a été à la prémisse de ma réflexion. Je trouvais qu'elles avaient créé une espèce de constellation entre elles, bien avant MeToo, au sens où elles intervenaient l'une l'autre toutes dans leurs réseaux sociaux. Donc oui, je Mhm, trouvais qu'il y avait cette espèce de sororité, nommons-la comme ça, entre elles. mhm, Elles allaient jouer dans le vidéoclip de l'une. Mais ce que je me demandais au moment où j'observais ça, c'est si c'était simplement des rouages, je sais pas moi, un espèce de capital social qui les aidait en fait. mhm, Mais tout à fait, l'exemple de Kesha est fascinant là-dessus, c'est que
Oui, avec MeToo, mais je pense aussi avec la montée de justement de cette droite et d'une espèce d'hostilité envers tout ce qui n'est pas la norme, j'ai envie de dire. Mhm. Oui, les a mobilisés. L'exemple de Kesha est excellent. Récemment aussi, Lizzo, qui est un cas que j'aime beaucoup, la chanteuse Lizzo, a fait deux choses. On lui a reproché, entre autres choses, d'avoir un terme offensant dans une de ses récentes chansons. Et c'est intéressant parce que souvent, la réaction des personnes qui se font reprocher ce genre de choses-là, c'est de dire ben, tant pis, ou on ne peut plus rien dire. Mhm. Eh bien non, elle a changé le terme. Elle a changé les paroles de ses chansons. Elle a tout D'accord. réajusté. Elle a soumis une nouvelle version. Et quand Roe versus Wade est tombé, elle a aussi offert, si je ne me trompe pas, 500 000 pour Planned Parenthood. En fait, 1 million parce que la compagnie qui organisait sa tournée a égalisé le montant qu'elle donnait. Donc, il y a quand même effectivement une certaine forme de philanthropisme chez ces stars-là et de compagnonnage, oui, tout à Mhm. fait. Est-ce que c'est une façon pour vous de lever un peu les contradictions aussi du féminisme pop, cette solidarité? Oui, c'en est une, tout à Il fait. y en a d'autres peut-être aussi? Je ne sais Oui, pas si ben, vous les pour avez moi, toutes évoquées. la seule que j'ai pas évoquée, mais qui est un peu plus complexe à évoquer au sens elle est surtout, elle se place surtout dans l'analyse qu'on peut faire de ces personnages, j'ai envie de dire. Mais c'est que il y a ces nombreux moments où elles vont nous décevoir, où elles vont faire des choses qui nous paraissent à côté, j'ai envie de dire. Par exemple, bon, je reprends l'exemple de l'humoriste Amy Schumer, par exemple, Mhm. qui était très ouvertement féministe, qui réfléchit beaucoup à le manque de diversité corporelle, etc. Mais bref, elle a fait des blagues absolument qui faisaient quand même faisait un certain racisme ordinaire, j'ai envie de dire. Elle a été très critiquée là-dessus. Ou Lana Dunham, la comédienne et réalisatrice qui a réalisé la série à l'époque très populaire Girls, elle a défendu au sein de son équipe quelqu'un qui était accusé d'agression sexuelle. Donc, ils ont des moments comme ça, ou comme je disais avec Asia Argento, où elles nous Mhm. déçoivent complètement. Mais ce que moi, je trouve intéressant, c'est que dans ces déplacements-là, en fait, elles nous forcent à entrer dans un travail d'interprétation. Mhm. C'est-à-dire que soudainement, on n'est plus passif ou on n'est plus en observant ou soit en apologie ou justement, on n'est plus dans ces deux espèces d'extrêmes où on les aime sans retenue, où on les trouve absolument trop édulcorés, on les aime pas. C'est qu'on devient obligé de se demander, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mhm. Comment intégrer cela dans l'idée que j'ai de cette star et de sa manière d'exister dans son star system. Et je pense que l'espace de réflexion et de conversation qui s'ouvre à ce moment-là est riche. Mhm. Et c'est pour ça que je me suis souvent demandé si la pertinence ou sinon la force du féminisme pop n'était pas justement dans ces complications, c'est-à-dire dans les débats, dans les discussions qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est un vrai féminisme? Est-ce que c'est pas un vrai féminisme? Mhm. Est-ce que c'est authentique ou pas? Comme si c'était sa contingence même au féminisme pop, dans les discussions qu'il ouvre. Donc, c'est une des Mhm. manières, je pense, où il échappe à ses contradictions, sans le vouloir, bien sûr. C'est pas... Ouais. Mm. Alors, toujours Coquetterie nous dit Amy a été très vilaine aux Oscars, c'est un bon exemple. Elle a traité une actrice de bouche-trou. Oui, c'est bien. Ah mon Dieu, j'ai même pas vu passer. Très possible. Je savais pas, Ah, je savais pas. elle n'est pas au dernier faux pas, effectivement. Alors, tout à l'heure, vous nous aviez parlé de Barbie, qui avait quand même, qui était une figure du féminisme pop qui avait pas mal compté pour vous. Je suppose qu'il y en a d'autres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, les Spice Girls. J'ai envie de parler des Spice Girls parce qu'elles agissent un peu de la même manière au sens où les Spice Girls, c'est un autre cas typique intéressant parce que le fameux Girl Power Mhm, ne leur appartient pas. Il bien sûr. appartenait à une sphère absolument radicale underground qui était les Riot Girls, qui Mhm, était une organisation punk, do-it-yourself, horizontale,
Et on a eu une réappropriation commerciale des Spice Girls, donc groupe de, on les connaît, comment ai-je besoin de les présenter, hein? En petite tenue, groupe de 5 femmes, là j'espère que j'ai peur de me tromper, on va me le Je sais reprocher, plus si peut-être sont c'est pas 4 ou 5, je suis en train de 5. les chercher dans ma tête. Monté par un homme, donc le groupe a été créé par un homme qui est là pour vendre sur leur sexualité, pour le résumer comme ça. Mais pour moi, c'était tout à fait autre chose, les Spice Girls. C'était le coup de pied circulaire de Mel C, c'était l'irrévérenciosité, ce n'est pas un mot, mais de Ginger Spice. Et c'était tout ça, c'était l'accès au girl power dans la cour d'école, bon, parce que j'étais au primaire à l'époque, et qui Oui. a pris une grande place. Concrètement, je me disais, OK, j'ai le droit de jouer au ballon chasseur où je suis capable de taper le ballon aussi fort que n'importe quel garçon dans la cour d'école à cause de Merci, donc de Sporty Spice. Et quand je parlais au tout départ de ça, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que va faire ces objets pop chez les personnes qui les consomment. On ne peut pas prévoir ça et les industries culturelles non plus. Et peu importe ce qu'ils feront, ça ne leur appartiendra pas. Oui. Comme le film Wonder Woman. Quand Wonder Woman est sorti, le premier film, il y a eu bien sûr la polémique autour des positions en faveur d'Israël, je pense, de l'actrice principale. Mais ce qui s'est passé dans les salles de spectacle, c'est assez fascinant. Les femmes, en fait, il y a eu des vagues et des vagues de femmes qui pleuraient devant la scène d'attaque des Amazones, parce qu'il y avait comme une espèce de libération d'enfin voir des femmes guerrières ensemble attaquer. Et ça, ben, les producteurs ne l'ont pas prévu. Ils avaient prévu, bien sûr, que les gens se déplaceraient au cinéma parce qu'ils se sont dit, bon, c'est le bon moment maintenant pour mettre une super-héroïne au cinéma. Les gens sont prêts. On peut voir une femme. Mais ils n'avaient pas prévu cette espèce de pleurs cathartique des gens dans le cinéma. Bref, on ne contrôlera jamais la réception des consommateurs et des consommatrices. Malgré le fait que, par exemple, pour les Spice Girls, le producteur était un homme et qu'il a utilisé l'image des filles pour mieux Oui, vendre. tout à fait. Voilà, et on ne peut pas savoir ce que les filles elles-mêmes, puisqu'elles aussi, elles peuvent réfléchir à ce qu'elles font et choisir ce qu'elles font en conscience. Voilà, elles aussi, elles peuvent avoir un impact ensuite. Exact. Moi, je crois que les Spice Girls ont créé une armée de jeunes filles qui étaient fières d'être des filles grâce aux Spice Girls. Oui. En tout cas, c'est beaucoup d'adultes de ma génération aujourd'hui. Oui. Et vous avez d'autres exemples? Ben, je pense que Buffy travaille dans le même sens. Buffy the Vampire Slayer, hein, ça a été, surtout que les saisons se sont échelonnées sur plusieurs années. Pour beaucoup de personnes queer, ça a été aussi la première fois qu'elles ont compris que, parce que quand Willow et Tara s'embrassent finalement, ça a été la première fois que, j'ai une amie qui me disait, j'ai compris pour la première fois que je pouvais aimer une autre femme, en fait. Et donc, la représentation compte et les objets pop sont responsables ou ont cette responsabilité-là de varier les représentations pour que les gens puissent se voir. On ne peut pas imaginer quelque chose si on ne s'y voit pas. Et le baiser de Willow et Tara a eu une grande importance pour beaucoup de personnes queer à l'époque. Oui, Buffy travaille dans le même sens, cette guerrière elle-même, qui oui. détruit tout sur son passage, oui. Et qui n'empêche pas, d'ailleurs, c'est un bon exemple encore, parce que Joss Whedon, qui a créé la série, a été ensuite ramassé pour des comportements problématiques. Oui. Et alors, les gens se disaient, est-ce que j'ai le droit encore de regarder Buffy? C'est toujours ça la question qui revient, hein? Mais bien sûr. Oui, ça n'empêche pas. Voilà. Tout ce que la série dit autrement à travers ses personnages. Ou ce que nous, on en a fait. Ou ce que nous, on en fait. Par rapport, ouais. Oui, je me souviens aussi, moi quand j'étais ado, je me souviens des Destiny's Child et de Beyoncé à l'époque, qui déjà chantaient des chansons qui pouvaient s'apparenter à du féminisme. Ben oui, Bills. Par exemple. Oui. Ou quand elle chantait, je vais pas me mettre à chanter ni à parler anglais parce que ça va faire pour tout le monde, mais je me souviens qu'elles chantaient qu'elles avaient acheté leur voiture, leur montre, etc. Et que oui, c'est ça. Elle ne le devait pas. Oh oui, Independent Woman. Dans Independent Woman, ouais, c'est ça. Je me rappelais plus du titre. Mais c'est vrai que je pense,
j'imagine spontanément penser en le voyant écrit au personnage des Hunger Games, donc Katniss Everdeen, Oui. qui a créé, en fait, on a remarqué qu'une fois que les Hunger Games ont circulé, le film, surtout à partir des films, une montée des inscriptions des jeunes filles en cours pour devenir des archers, en fait, des archères, oui. Et c'est là que de montrer des rôles féminins différents vient rendre cela possible, vient inverser, on est ailleurs, mais on pourrait penser au sport aussi, le travail que font les sœurs Williams au tennis, par exemple, de faire exister des corps féminins, des corps noirs dans un sport qui est traditionnellement blanc. Donc voilà, oui. Donc il y a Blazing Badzula sur Twitch qui nous dit Lara Croft ou Samus Aran dans le monde du jeu vidéo Oui. ont aussi eu un rôle intéressant. Vous avez traité ces figures? Pas directement, non, mais effectivement, parce que, bon, Lara Croft n'arrête plus d'être... elle existe depuis très longtemps et c'est le monde, l'univers du jeu vidéo est encore extrêmement sexiste, à la fois dans les représentations et par rapport aux femmes joueuses, donc à celles qui sont des joueuses. On pourrait parler des heures, des violences sur... des propos violents dans les plateformes de jeux en ligne, par exemple, des choses comme ça. Et souvent, on disait que on ne s'identifierait pas ou on ne pouvait pas créer de personnages féminins comme dans le jeu vidéo pour justement, parce qu'il n'y aurait pas d'identification, comme s'il n'y avait que les hommes qui jouaient aux jeux vidéo et déjà comme si toutes les femmes qui jouaient aux vidéos ne pouvaient pas s'identifier à tous les hommes qu'elles incarnaient. Donc oui, Lara Croft a joué et pourtant on a reproché à Lara Croft d'être trop sexualisée aussi, d'avoir été créée pour le regard masculin. Mais combien de filles ont aimé jouer avec Lara Croft? Elle ne voyait pas ça comme moi, je ne le voyais pas avec Barbie, je ne le voyais pas avec les Spice Girls. Voilà. Excellent exemple. Oui, il y a Véronique Mars aussi. Du coup, dans le chat, ça y est, quand on oui, parle des Véronique figures Mars, féminisme vous pop, voyez. ça y est, vous avez... Ce qui est adorable là-dedans, c'est que tout ça part tout le temps d'une histoire d'amour, en fait. C'est que ces objets-là, on les a aimés, ils nous ont constitués comme adultes et finalement, on se rend compte que, en tout cas moi, ils nous ont constitués comme féministes. Et donc, mon féminisme, je ne l'ai pas fait qu'avec les féminismes pop, mais je ne l'ai pas fait sans elles non plus. C'est qu'au final, je me suis constituée dans ma pensée féministe aussi avec elles. Ok, ben ça me semble être une très bonne conclusion. On dirait que ça a été préparé pour être le mot de la fin. Bon. Mais non, mais même pas, mais c'est juste quand j'entends tout le monde nommer leur coup de Bah cœur, c'est ouais, exactement ça. mais c'est vrai que c'est marrant, du coup, quand on commence à parler de ça, les gens dans le chat sortent leurs propres références, et c'est bien, parce qu'en effet, ça permet de s'approprier un peu ces figures-là. Et en Et quand effet, on se met à les regarder, il n'y en a aucune qui est parfaite, justement, qui naît cette authentique féminisme. Là, je parlais de la l'hypersexualisation de Lara Croft et tout ça, mais c'est pas grave. À partir du moment où on a dit tout ce qu'elle n'était pas, peut-être qu'on peut commencer à dire ce qu'elles peuvent ou ce que nous, on fait avec elles. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que pour vous, c'est important de comprendre avant d'y voir une figure féministe, pardon, est-ce que c'est important d'y voir aussi ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire elle n'est pas forcément une femme affranchie des clichés sexistes sur les femmes? Tout à fait. Je pense que c'est la première étape parce que c'est notre rôle comme consommateurs et consommatrices de continuer d'être exigeants et de continuer de questionner et de critiquer les objets qu'on nous sert. Et parce que c'est le schéma de la communication, c'est le schéma de la production de la consommation, c'est qu'on a beau prévoir un best-seller, si les auditeurs ou si les gens qui l'achètent n'y adhèrent pas, ça va faire un flop. Ah oui. Donc, je pense que c'est notre rôle comme consommateur, consommatrice. Oui, tout à fait. On doit rester attentif et critique. Oui. Alors, Blazing Badzula dit les Spice Girls étaient parfaites. Je te laisse la responsabilité de cette conclusion. Moi, je ne contesterai pas l'amour d'une fan pour les Spice Girls. Pour les fans, les Spice Girls étaient parfaites, évidemment. Ben oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, l'émission va toucher à sa fin. C'était vraiment très intéressant, passionnant de pouvoir discuter de ça avec vous. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous procurer le livre Le féminisme pop. Voilà, je vous mets la couverture pour que vous puissiez la voir. Je vais vous mettre aussi le lien. Alors, hop là, vers la boutique de Hobo Diffusion, qui est le diffuseur international du livre
de Sandrine Galland, puisque, comme vous l'entendez certainement, elle vient de Montréal. Donc, si vous allez sur le site de son éditeur, vous ne trouverez peut-être pas un moyen de faire expédier le livre chez vous en France. Si vous êtes au Canada, bien entendu, pas de problème. Voilà, on a aussi écrit, je vous mets le lien, une Mais chronique voilà, de il sciences est humaines. distribué en France sans problème. C'est juste qu'il faut passer Voilà, par vos librairies. tout à fait. Fabien à la rédaction l'a lu, donc vous devez pouvoir le trouver aussi en librairie, chez vos fournisseurs de bouquins habituels. Je ne citerai pas les marques, mais vous voyez très bien de qui je veux parler, notamment les librairies en ligne. Il y en a plein. Instant Buy dit Blazing Badzula. Ok, très bien. Bon ben voilà, au moins un client ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis sur Facebook, sur Twitch. Merci à ceux et celles qui ont participé, posé des questions, ou même à ceux et celles qui ont regardé sans rien dire. Et je sais qu'il y en a. Merci d'avoir été là. Et puis évidemment, un grand merci à Sandrine Galland d'avoir participé à l'émission, d'avoir échangé avec nous ce soir. Et voilà, pour cette émission très intéressante. Vous pouvez la retrouver dès demain sur la chaîne Twitch, pardon, de Sciences Humaines en rediffusion. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reçois une autre chercheuse, une sociologue cette fois-ci. Je reçois Laure Flandrin pour une émission sur le rire, comment le rire résout nos tensions internes, comment le rire nous permet de nous distinguer socialement, ce que le rire dit de notre société. Voilà, ça promet aussi d'être une émission très intéressante. Donc pour cette émission, rendez-vous mercredi prochain, le 13 juillet, à 18h comme d'habitude. D'ici là, ben voilà, passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine, et à très bientôt. Merci à toutes et Merci tous. beaucoup. Merci. Au revoir.